Bonsoir à tous. La rentrée 2024 marquée par 2 décès bouleversants sur les routes azuréennes. Le gendarme Éric Comines à Mougins, la petite Camilla à Valoris. 2 victimes à qui aucune chance n'a été laissée en étant percutées de plein fouet. Les violences routières deviennent-elles un fléau sur la Côte d'Azur? On en discute dans Azur Politique ce soir. C'est le retour de votre émission. Bienvenue dans cette nouvelle saison et merci d'être en notre compagnie. À la fin de l'année, on fera les comptes, mais se profile déjà un bilan dramatique supérieur aux années précédentes en nombre de blessés et de tués. Faut-il sanctionner plus durement les comportements dangereux sur la route? Faut-il une nouvelle loi sur les refus d'obtempérer? On en parle avec nos invités. Bonsoir Yvon Guez. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes le père de Noé, un jeune Antibois tué par un chauffard sur une route à Antibes il y a un peu plus de 2 ans. Depuis, vous et votre femme menez un combat sans relâche pour changer la loi. Bonsoir Alexandra Martin. Bonsoir. Députée Les Républicains des Alpes-Maritimes, vous êtes engagée contre les violences routières et vous avez une proposition de loi en cours d'écriture. Et bonsoir Laurent Alcaraz, bienvenue, membre du syndicat Alliance Police Nationale. À mes côtés, Denis Caro. Bonsoir Denis. Bonsoir Pauline. Très heureuse de te retrouver en cette rentrée, directeur des rédactions de Nice Matin. Azur Politique, c'est parti. D'abord ce chiffre que nous avons appris hier soir grâce à notre invité, le commissaire de police Aurélien Froger, très engagé contre les violences routières. 180 refus d'obtempérer dans les Alpes-Maritimes depuis le début de l'année. Alexandra Martin, fort heureusement, les refus d'obtempérer ne donnent pas tous lieu à des blessures sur les forces de l'ordre. Mais avions-nous idée avant de l'ampleur de ce phénomène ? Oui, quand même. Ce phénomène ne cesse de croître depuis 10 ans. 25 000 refus d'obtempérer en France chaque année, dont 5 000 refus aggravés. 94% en plus depuis 10 ans de refus d'obtempérer aggravés. Donc oui, on peut parler d'un véritable phénomène de société qui est malheureusement en pleine évolution et croissance. Laurent Alcaraz, cet après-midi à Cannes, 2 policiers nationaux ont été blessés lors d'une interpellation après un refus d'obtempérer au volant du véhicule, un adolescent de 16 ans. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner des nouvelles des policiers blessés? Écoutez, ils sont extrêmement choqués. Un a été plus grièvement blessé au niveau du bras, donc ça a nécessité des sutures. Ils sont pour le moment choqués et un peu en colère parce que à quelques jours du décès de notre collègue gendarme, quasiment au même endroit, on a l'impression que le comportement ne change pas. On a bien conscience que ça ne va pas changer en 48 heures, mais au moins une prise de conscience au collectif. C'est des situations que vous vivez de plus en plus fréquemment? Oui, tout à fait. De toute façon, il n'y a pas un jour de la semaine où en France on n'a pas un refus d'obtempérer, que ce soit pour les gendarmes, pour des policiers nationaux ou même pour la police municipale. Yvon Guez, le décès du gendarme Éric Comines, la mort de la jeune fille à Valoris, 2 histoires terribles, mais 2 circonstances complètement différentes. On va y revenir. Est-ce que cette actualité réveille chez vous la douleur de la disparition de votre fils? Oui, ça nous remonte à chaque fois et c'est très douloureux pour nous. Mais on va dire que les circonstances ne sont pas du tout les mêmes. Là, nous, on a affaire donc, à un jeune de 19 ans qui a fait une grosse bêtise, bien sûr, qui a fait une grosse bêtise. Je vais appeler ça un accident. C'est pas du rodéo urbain, comme j'ai entendu. Il était entre 2 files de voiture, il a accéléré, il a cabré, et il y a eu l'accident, il y a eu donc le décès de la petite Camilla. C'est dur. Lorsqu'on a entendu ça, ça a été vraiment, c'est une tragédie. C'est une tragédie. Aujourd'hui, les 2 familles sont dévastées. Je suis bien au courant parce que je suis en contact direct avec la famille du jeune motard qui a 19 ans. Elle est rentrée en contact avec vous? Oui, indirectement, si vous voulez. En fait, ce jeune de 19 ans, il n'était pas alcoolisé ni drogué.
cet accident, il est dévasté. Hein. Il est dévasté. Toute sa vie, il aura ce poids sur la conscience, quoi. Cette mort sur la conscience. La famille est dévastée aussi. Aujourd'hui, j'ai appris qu'ils étaient quand même en relation avec le papa, parce que les parents, les parents donc, de Matteo, le motard, sont rentrés en contact avec le papa et les parents de Camilla à l'hôpital. Donc ils sont quand même, ils sont déplacés, ils ont été à l'hôpital et Vous parlez d'accident, vous dites que les deux familles sont rentrées en contact. Est-ce que d'une certaine manière, vous voulez dire qu'il y a des excuses à trouver à ce jeune homme? Si vous voulez, dans le cas du meurtrier de mon fils, celui-ci n'a jamais rien reconnu. Il était drogué, alcoolisé, il roulait à 115 km, au-delà de la limitation on était à 90. Il s'est même permis de prendre une photo du véhicule de mon fils. Il a appelé plutôt sa compagne plutôt que les pompiers. Un comportement abject, quoi, abject. Donc, si vous voulez, le jeune homme, bon, j'ai eu un interview sur CNews et tout, j'ai ma colère et tout, mais là, aujourd'hui, ce que j'apprends, bon, ben, c'est que ce gars-là, bon, on va pas revenir sur la culpabilité, il est coupable, il a tué, pour moi, je reviens pas dessus, on tue, c'est la case prison. Voilà, il assume les faits aussi, hein, il assume sa bêtise et tout, et bah, aujourd'hui, on va pas, bon, Camilla ne reviendra pas, donc, mais il le portera toute sa vie sur la conscience. Mais absolument rien à voir, si vous voulez, avec ce que nous, on a subi. Hein. Ce qu'on a subi, c'est en effet, deux cas différents. Quoi. Et on va y revenir hein, dans un instant, ce combat que vous menez, toute cette histoire que vous portez. J'aimerais, en attendant qu'on écoute, hein, eh bien, la prise de parole de la veuve d'Éric Comines et puis la prise de parole du papa de Camilla. Regardez. Choc terrible numéro 1. Décédé brutalement, lors de ses fonctions et sans agressivité. À la vue de ses camarades, amis de longue date. Mon mari était un homme attentionné, un papa merveilleux, juste et aimant. De notre amour qui allait caresser sa 20e année, il m'a laissé 2 beaux enfants, intelligents, gentils et taquins, à l'image de leur papa. Je remercie notre France d'avoir tué mon tendre époux, que j'aime tant, le père de nos enfants. Attention, je ne parle pas d'étrangers, mais de récidivistes. Je l'affirme haut et fort, la France a tué mon mari. Dans sa mort, elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas pleuré pendant 7 ans, elle n'a pas pleuré quand elle est morte. Et c'est pour ça aujourd'hui que je refuse qu'on pleure ou qu'on montre de la tristesse. Juste par respect pour elle. Alexandra Martin, on voit la difficulté à faire bouger les choses et on voit que les drames se répètent. Si les choses n'évoluent pas, est-ce que des prises de parole comme ça, et je pense particulièrement à celle de la veuve d'Éric Comines, est-ce que ça peut faire bouger les choses et créer un électrochoc? Oui. Je pense que effectivement c'est important une prise de parole comme celle-ci parce qu'on parlait tout à l'heure de phénomènes sociétaux qui s'aggravent, mais c'est une société de l'impunité aujourd'hui que nous vivons avec une inversion de la culpabilité et je trouve vraiment très dangereux aujourd'hui ces inversions victimaires. Moi quand j'entends les policiers qui vont travailler la boule au ventre parce qu'ils ont peur eux de se retrouver en prison ou dans une situation compliquée et que on invite les voyous sur des plateaux, sur certains plateaux télévision. Je dis là, attention, il se passe quelque chose de très grave en France. Laurent Alcaraz, on parle du travail des policiers. On arrive la peur au ventre maintenant sur un banal contrôle routier ou sur une interpellation parce qu'il manque une ceinture de sécurité. Bien sûr, le risque il est réel, les faits sont là. Une grosse inquiétude pour nos collègues parce que certains doivent prendre des décisions avec leur arme de service. On sait que l'utilisation se termine par une détention. Donc là-dessus, on a suffisamment communiqué lors de la mort de Naël et d'autres. Donc là, on est un peu gêné. Et inévitablement, on parle des policiers, mais il faut également parler de leur famille. Parce qu'on a vu la veuve de notre collègue gendarme. C'est un stress permanent. On ne sait pas si on va rentrer à la maison ou pas.
Voilà. Alexandra Martin, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, était à Nice lundi pour l'hommage national à Éric Comyn. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces mots à Gérald Darmanin? Il a eu des mots très graves. Il y avait beaucoup de solennité. Il a été, je pense, assez entier dans la façon qu'il a abordé ce qui s'était passé. Donc, il n'y avait pas d'interprétation. Je trouve que c'était assez direct. Voilà. Après, c'est vrai que de se retrouver là avec la veuve, les enfants, toute la famille, je veux dire, ce sont des drames absolus. En tant que maman, évidemment, je partage leur douleur. En tant que députée, je dis que la loi aujourd'hui, elle doit absolument s'adapter à tous ces nouveaux comportements. J'entends, monsieur, que vous parlez du drame que vivent ces deux familles dans la mort de la petite Camilla, mais quand même. Et moi, je ne suis pas là pour juger, bien sûr. Mais pour moi, il ne s'agit pas d'un accident lorsque on met sa moto sur la roue arrière, sur une route départementale où il y a une telle densité de circulation. Il faut réfléchir à ces actes avant et il faut qu'on envoie des signaux forts. Alexandra Martin, est-ce que le signal justement du ministre de l'Intérieur était assez fort? Il y a eu un discours très grave et à la hauteur du drame, mais il n'y a pas eu d'engagement pris. Alors certes, il est ministre démissionnaire, peut-être qu'il ne pouvait pas, mais on aurait pu élever la lutte contre les violences routières en priorité nationale. Bien on sûr. devrait. Mais bien évidemment, mais vous savez, le régalien est en vrai recul dans notre pays parce que ça a été l'angle mort des gouvernements Macron. Donc ça n'intéressait pas Emmanuel Macron, visiblement, et c'est la raison aussi pour laquelle depuis 2 ans, j'ai pris à bras le corps, je me suis mobilisée, notamment sur la délinquance des mineurs, qui là aussi est un fléau en pleine expansion, malheureusement, parce que là aussi il faut envoyer des signaux forts, il faut renforcer la justice, il faut aider les juges à pouvoir donner la sanction qu'ils ont envie de donner, et pas celle qu'ils peuvent donner. Ça aussi c'est très dangereux quand on manque de places de prison, par exemple. Alors vous réclamez une sanction plus forte, vous avez l'intention de déposer une proposition de loi pour sanctionner de manière plus forte les refus d'obtempérer aggravés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, j'ai déposé cette proposition de loi parce que le délit d'obtempérer, ce que je vous disais tout à l'heure, il faut faire évoluer la loi et je trouvais que le délit d'obtempérer n'était pas assez sanctionné dans le code de la route actuel. Donc j'aggrave effectivement les peines et pécuniaires et les peines de prison, surtout dans les cas de refus d'obtempérer aggravés. Je trouve que 5 ans de prison, 7 ans de prison, c'est largement insuffisant, d'autant qu'on sait que malheureusement les auteurs ne font pas ce temps. Et j'ai aussi intégré le cas d'un auteur qui a une carte de séjour. J'estime qu'il doit, dans ces cas-là, le préfet doit être dans l'obligation de lui retirer sa carte de séjour, surtout dans le cas de l'auteur du crime de l'adjudant Comines, quand on voit que 4 mois avant, sa carte de séjour lui a été renouvelée, alors qu'il avait déjà 10 condamnations très sérieuses dans son casier judiciaire. Laurent Alcaraz, la proposition de loi, la modification du code proposé par la députée Alexandra Martin, pour vous, c'est assez convaincant de modifier, en fait, d'aggraver des peines qui existent déjà, ou alors il faudrait tout revoir et aller tout de suite avec des sanctions plus sévères? Alors, déjà, on va dans le bon sens dans cette loi. Nous, ce que nous demandons chez Alliance, c'est donc ce choc d'autorité, ce fameux PAC, où on veut que des peines soient données, que ce soit dès le premier délinquant, le primo-délinquant, tout simplement. Comme ça, au moins, certains vont comprendre. On sait très bien qu'on n'aura pas un résultat à 100%, la nature étant comme ça, l'être humain ne changera pas. Par contre, chez certains, ça va être un vrai choc. Donc on va éviter, chez certains, ce phénomène de récidive au maximum. Et ça va être un choc pour eux, bien sûr, mais aussi pour le signal qui va être envoyé aux autres. Parce que la meilleure des préventions, c'est quand même une dissuasion qui soit forte et que la peine soit sûre. Et moi, je partage tout à fait ce que vous dites, et c'est notamment ce que j'avais intégré dans mes propositions de loi sur la délinquance des mineurs, en intégrant aussi des courtes peines pour qu'il puisse y avoir ce choc d'enfermement et ce message envoyé. Yvon Guez, la solution, c'est des sanctions plus fortes. C'est la première des solutions. La solution, c'est déjà au niveau de l'infraction. Les infractions sur les délits, sur les contrôles, lorsque ces gars-là se font arrêter pour l'emprise de l'alcool, de la drogue, c'est des amendes. Donc c'est pas dissuasif. Non, c'est pas dissuasif. Et c'est pas de points jusqu'à aller faire un stage
pour récupérer leur permis de conduire. Ils confondent, hein. C'est pas un permis de conduire qu'on leur rend, c'est un permis de tuer. Et moi, où je suis très en colère, justement, je vois pour l'épouse du gendarme qui accuse la France d'avoir tué son mari. Moi, j'accuse la justice. J'accuse parce qu'aujourd'hui, si les lois elles étaient différentes, ce qui s'est passé avec le homicide routier, si on roule plus avec des chevaux, hein, on roule avec des bolides. Aujourd'hui, si les lois elles étaient différentes, qu'on leur enlèverait le permis à vie, mon fils il serait encore là. Mon fils il serait encore là aujourd'hui. Donc voilà, donc moi, ce que nous souhaitons, c'est qu'on et des infractions, ils sont récidivistes une fois, 2 fois, 3 fois, et à chaque fois on les arrête, ils sont sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants. Donc on leur enlève le permis à vie. Il n'y a pas de stage, quoi. C'est dans votre proposition, ça, Alexandra Martin. Confiscation définitive. Tout à fait, c'est dans la loi que mon collègue Éric Pauget a portée à l'Assemblée nationale. Donc je ne l'ai pas reprise. Moi, j'ai complété, en fait. J'ai pas voulu venir sur les propositions dans cette loi qui va revenir, j'espère, en deuxième lecture très rapidement, et qui instaure l'homicide routier. Ça, c'est déjà une très grande avancée. Moi, je crois qu'il faut toucher, effectivement. Bien sûr, il faut même aller jusqu'à interdire, je pense, l'utilisation de tout engin motorisé, parce qu'on sait très bien que ces délinquants conduisent des voitures sans permis. Et il faut toucher au portefeuille. Il faut toucher à leur portefeuille et il faut toucher au portefeuille de leurs parents lorsqu'ils sont mineurs. Quand on voit que les assurances et fonds de garantie prennent le relais lorsqu'il y a des indemnités qui sont demandées aux civils, moi je pense qu'il faut interdire aux assurances dans ces cas-là de pouvoir régler les indemnités et que ça doit être l'auteur ou les familles des mineurs qui doivent prendre en charge et croyez-moi, à ce moment-là, je pense que ça sera peut-être même plus dissuasif que de leur enlever le permis de conduire. Laurent Alcaraz, la multiplication de ces faits de violence routière, est-ce que ça montre pas aussi d'une certaine manière que les gendarmes et les policiers sont de moins en moins respectés? Tout à fait. Tout à fait. Nous sommes l'image de l'État. À partir de l'État, que l'État est faible ou apparaît comme faible au public, tout ce qui est régalien va apparaître comme faible. Tout simplement. Il nous faut un État fort avec des mesures fortes, des sanctions fortes pour qu'on puisse être au moins respecté et revenir dans ce que nous avons connu, hein, la peur du gendarme, la peur du policier. Elle n'existe plus, cette peur du gendarme. Non. Est-ce que pour renforcer, faire revenir cette crainte du gendarme et de l'uniforme, est-ce qu'il y a des moyens matériels qu'on pourrait mettre en place sur le terrain qui permettraient à un conducteur de se dire « Ouh là là, là il y a un gros corridor, il y a 15 policiers en face de moi, je suis obligé de m'arrêter et c'est pas 2 policiers à moto, moins visibles ». Est-ce qu'il y a au moins des moyens matériels qui peuvent se mettre en place comme ça? On peut parler du manque d'effectifs. Malheureusement, on ne pourra pas mettre un policier ou un gendarme derrière chaque citoyen. On peut parler de moyens techniques. Malheureusement, leur mise en œuvre est assez compliquée parce qu'au bout d'un moment, on a eu pendant des années, des herses. Ces herses faisaient des crevaisons rapides sur les véhicules quand on faisait des barrages. Le problème, c'est que la perte de contrôle de véhicule peut occasionner un suraccident, blesser un piéton, qui endossera la responsabilité? Forcément, le fonctionnaire de police ou le gendarme qui aura tiré cette herse, parce que quand même il serait protégé par la loi, il y a quand même sa conscience. Donc ça va être un petit peu compliqué. Yvon Guez, j'aimerais qu'on revienne sur la manière dont s'est déroulé l'accident de votre fils et sur les responsabilités du conducteur. Il y avait plusieurs circonstances aggravantes, vitesse, alcool, drogue. Tout. Cet individu donc sorti d'un barbecue d'entreprise. Hein. Déjà, sur ce... Je comprends pas que toutes les personnes qui étaient là ce jour-là l'ont laissé partir. Sur l'état d'ébriété, hein, il était à peine debout. Hein. Donc il a pris son véhicule, c'était une voiture, une grosse cylindrée, qui roulait à plus de 110-115 km/h sur une voie autorisée à 90. Je trouve que c'est déjà même beaucoup, parce que je me suis... j'étais sur cette route, à 90 c'est déjà beaucoup. Donc il était alcoolisé, il était drogué, il a percuté le véhicule de mon fils, il n'a fait aucune chance. Aucune chance. Il y a, on va dire, délit de fuite, il s'inquiétait pour son véhicule, il a tourné autour de son véhicule, il y a des témoins qui sont venus, donc il a voulu redémarrer, il y a des témoins qui sont venus, ils lui ont arraché les clés, il n'a jamais rien voulu reconnaître. On a eu affaire le pire des individus. Aucune approche, aucun pardon, ni de lui, ni de sa famille.
pour nous, c'est une double douleur. Aujourd'hui, on a perdu notre fils. À vie, il y aura... il était sportif, il était promu pour aller au JO, pour le tir professionnel. Aujourd'hui, voilà, donc c'est une douleur à vie. Et Yves Ce gars-là, il va faire 2 ans et demi, il a pris 5 ans. Le chauffard a été jugé, vous étiez au procès cet été. Il a été arrêté à la barre. Il n'a pas été jugé pour homicide volontaire, puisque le texte n'a pas été adopté. Il a été jugé pour homicide involontaire. Mais il est récidiviste. Il a violation du contrôle judiciaire, parce qu'ils l'ont arrêté une deuxième fois au bout d'un an et demi, 2 ans, en septembre dernier. Ils l'ont arrêté sous... donc il ne devait pas conduire, il y a des interdictions de conduire, et sur l'emprise de cocaïne, de la drogue. Il n'a pas compris, quoi. Lui, il n'a rien compris du tout. Alexandra Martin, si le texte d'homicide volontaire est adopté, inscrit dans la loi, qu'est-ce que ça va changer dans le cas typiquement de la famille ? Ça va changer déjà l'angle, je pense, de l'infraction, puisque en fait, c'est savoir qu'on a un véhicule qui peut être utilisé comme une arme par destination, d'autant plus lorsqu'on est sous l'emprise de drogue ou d'alcool. Ça veut dire qu'on est responsable de sa conduite au volant et qu'on est dans le cas d'un homicide volontaire. Alors, Éric Pauget n'a pas voulu l'appeler comme ça, mais l'homicide routier doit absolument être adopté et il le sera. Voilà. Et il faut aussi que la justice soit plus rapide quand on voit que des auteurs arrivent à la barre au procès libre parce qu'ils ont purgé leur préventive 2 ans avant. C'est totalement inadmissible. Quand on voit que malheureusement des familles comme la vôtre, comme on dit, prennent perpétuité. C'est ce qu'aussi a dit la veuve de M. Comines. Mais moi je voudrais juste revenir 2 secondes sur la crise d'autorité que nous vivons aujourd'hui sous toutes ses formes. La police, le juge, les professeurs des écoles, jusqu'aux parents. C'est une crise très grave qui est aussi alimentée par des responsables politiques. Quand je vois que l'humanité a titré au sujet de la mort de M. Comines qu'il s'agissait d'un accident du travail, je trouve que c'est très grave de pouvoir le prendre sous cet angle-là. Non, c'était un crime. Dans le cas du meurtrier de Noé, il avait été placé en détention provisoire, puis finalement libéré sous contrôle judiciaire grâce à une caution. Ça avait beaucoup choqué à l'époque. Il avait été testé positif à la cocaïne lors d'un contrôle. Jusqu'à quel point la récidive est possible et comment on peut faire pour arrêter ça ? La récidive doit être punie, bien sûr, plus sévèrement. La loi qui va être adoptée prévoit de pouvoir allonger aussi le délai, un délai incompressible dans ces cas-là de préventive. Donc ça, je pense que c'est aussi une avancée très importante. Moi, dans le cas de la mort de la petite fillette de Valoris, le juge des libertés a été à l'encontre des réquisitions du juge d'instruction et du parquet. Le parquet a d'ailleurs fait appel parce que là aussi, je crois, même si j'entends ce que vous dites, monsieur, bien sûr, mais là aussi, je crois en ce choc, justement. Voilà, là, le signal n'a pas été forcément le bon. Laurent Alcaraz, il y a la sanction et puis il y a l'application de la sanction et de la peine. Dans la réalité, on sait que les tribunaux sont débordés, notamment par ce genre d'infraction. Est-ce que c'est la faute de la composition pénale, entre autres, ce qui permet de juger quelqu'un rapidement, quelqu'un qui reconnaît sa culpabilité, et alors on a une peine plus légère, et puis on s'en sort, et puis on reprend sa voiture? Ça peut l'être. Ça peut l'être dans certains cas. Après, pour une composition pénale, il y a des moments où on peut aussi, via l'avocat, dire qu'on va préparer sa défense. Donc, ce sera reporté à une autre audience. La problématique n'est pas tant celle-là. Ça va être vraiment la prise de conscience déjà pour pas arriver jusqu'à la commission du délit. J'arrive tout à l'heure sur votre plateau. Je vois au moins sur 50 mètres 4 infractions. Une trottinette en sens inverse de la chaussée, un piéton qui traverse en dehors des clous et un scooter en 50 qui est sur le trottoir, donc face au vôtre, en train de faire des roues arrière. Bon, voilà, il y a cette problématique-là. Il faut qu'il y ait une prise de conscience globale. La justice ne peut pas assumer tout ça. On le sait très bien. Mais au moins l'individu soit conscient de ce qu'il fait et de sa responsabilité. Là, on parlait tout à l'heure de ce jeune motard pour Valoris. Il a été, on peut le dire, responsable. Il s'est occupé après de la petite. Il est resté sur les lieux. On n'est pas dans un rodéo. On n'est pas sur quelqu'un qui a cherché à fuir ses responsabilités. Et je suis convaincu, on en parlait tout à l'heure hors plateau, c'est
un gamin qui a fait une bêtise, effectivement, et qui ira jusqu'au bout de sa responsabilité. Le problème qu'on a avec Monsieur Gaz, c'est que on est sur un quarantenaire, l'auteur, qui n'a toujours pas compris à 40 ans qu'il fallait arrêter de faire ce genre de faits, voire de jamais les faire, et qui, quand même, malgré tout, recommence et recommence. Et effectivement, là, la famille prend pas Et en effet, perpétuité. dans les Je suis trois d'accord. cas que nous évoquons ce soir, il y a des différences de circonstances et de situations. Dans le cas de la petite Camilla Alexandra Martin, la responsabilité des élus locaux a été pointée du doigt assez rapidement. Les habitants du quartier ont dénoncé la dangerosité de cette avenue. Ils l'avaient fait à plusieurs reprises. Est-ce qu'il y a une forme de responsabilité de la part de la municipalité et est-ce qu'il faut travailler plus particulièrement sur les zones qu'on sait dangereuses par définition? Oui, bien sûr, et la municipalité ne se dérobera pas à ses responsabilités, si tant est qu'elle en est. L'enquête le dira. C'est une route départementale sur lequel il y a effectivement une grosse circulation. Est-ce que s'il y avait eu des dodanes, des radars, etc., ça aurait empêché ce jeune de cabrer sur sa roue arrière? Je ne le crois pas. Mais maintenant, oui, s'il y a des aménagements à faire, il faut les faire. Il y a aussi, sur cette route départementale en particulier, les dodanes n'ont pu être posées parce que les pompiers empruntent cette artère qui est très importante à Valoris, parce que ça peut aussi entraîner des perturbations de la circulation ou des jeux des motards, justement. Donc il y a des raisons et je pense que l'enquête va le démontrer. Mais bon, j'entends tout ce qui est dit, mais d'abord, c'est quand même celui qui devait avoir la maîtrise de sa moto qui doit répondre de ses actes. Et tant mieux si ce jeune garçon prend en compte sa responsabilité. Et on arrive au terme de ce débat. Merci Alexandra Martin, merci Yves Méguez et merci Laurent Alcaraz d'avoir été nos invités. Merci également à Denis Caro de Nice Matin. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.